Et les Rougon-Macquart, ça s'appelle l'histoire d'une famille sous le Second Empire, donc il n'y a pas photo. Ça commence avec comment on va arriver jusqu'à l'arrivée au pouvoir de celui qui sera Napoléon III. Donc ça commence en 48. La fortune des Rougon commence en 48. Et ça se termine, donc il y a la débâcle, puis le docteur Pascal, qui est un espèce de roman résomptif, rétrospectif. Résomptif, ça veut dire qu'il résume. Donc le docteur Pascal, c'est le seul des Rougon-Macquart qui est un peu respecté par Zola, on va dire, et qui le représente dans le roman. Donc il est docteur, donc vous voyez où on en est dans le paradigme scientifique, hein. Donc le docteur représente le naturaliste, écrivain naturaliste, on dira ce que c'est après, donc celui qui fait des catégories, qui observe les catégories sociales un petit peu comme d'autres en faisant des herbiers ont observé la nature. Et donc du coup, il fait un petit peu l'inventaire, il observe sa famille, et sa famille c'est les Rougon-Macquart, et il observe comment les gènes, alors ça s'appelle pas encore gènes, mais la sève de cette famille a été dévoyée par l'alcoolisme, le machin. Donc c'est vraiment un roman résomptif, et on a beaucoup de mal à se le procurer. Hein. Je sais pas, j'ai dû choper une édition de 1960. Et celui juste avant, c'est la débâcle. Et ça se passe sur les champs de bataille de 1870. Et ça se clôt sur la commune de Paris. Voilà, donc vraiment ça s'arrête avec cette espèce de fantôme de Napoléon III qui est présent en fait. Vous avez Napoléon III dans les romans, alors il passe en carrosse, il vit chez l'habitant. Voilà, il est là, il est dans des scènes, on décrit sa moustache, on décrit ses yeux qui tombent, enfin... En fait, c'est vachement agréable, vous qui avez ce parcours que je sais que vous avez. Vous avez un peu voyagé dans l'histoire, la politique, l'histoire des idées politiques, etc. Les relire maintenant, enfin en plus si vous montez à Paris l'année prochaine ou dans 5 ans, comme ça arrive à beaucoup d'entre nous et d'entre vous, franchement faites-vous le trip quoi, c'est trop cool quoi. Enfin, mais vous êtes là quoi, donc j'imagine qu'il y a quand même une petite fibre littéraire quoi. Donc c'est trop chouette parce que c'est vraiment... vous allez retrouver des choses que vous vivez aussi quoi. Voilà, et donc, voilà, donc, super. Zola, donc, entreprend donc son gros œuvre, là. Vous savez que Zola a écrit d'autres romans avant, d'autres choses pendant, d'autres choses après. Notamment, un de ses romans les plus connus, c'est Thérèse Raquin. Il y a aussi des nouvelles, je crois que c'est Olivier Bécart, j'avais lu ça en prépa, en me disant, oh mon Dieu, il faut absolument que j'ai lu tout Zola. Bon, en fait, des fois tu comprends pourquoi c'est pas la peine de lire tout Zola, il y a des mauvais Zola, hein, ou des Zola bof. Voilà, donc voilà, ça va couvrir tout le Second Empire. Alors, parce que juste après, je vais vous reprendre sous l'angle des courants littéraires. Essayer de vous expliquer un petit peu romantisme, naturalisme, réalisme, what is the difference, pourquoi c'est de domination, est-ce que ça existe vraiment, donc on va faire le point. Mais voilà, il y a l'idée quand même, retenez la formule, hein, c'est l'équation zolienne, qui est hyper choquante maintenant parce qu'on a changé de terminologie et qu'on parle génétique, mais lui parlait de race, mais il faut pas le prendre au sens racisme, il faut le prendre au sens génétique en fait. Hein. Pour moi, la génétique, c'est vraiment un terrain hyper glissant qui est tellement propice à de nouvelles formes de discrimination que je déteste aussi la génétique dans ce potentiel-là. Donc je trouve pas que ce soit mieux. Mais c'est ça l'idée, quoi. Si vous voulez être moins choqué par race que... Voilà, dans la bouche de Zola, dites-vous, c'est quelqu'un qui aujourd'hui dirait génétique. Voilà, ce serait dans l'air du temps, quoi. Son équation, c'est race, milieu, moment. Donc, milieu social, moment, sous quel contexte politique, dans quel régime, dans quel environnement. Voilà, race, milieu, moment. Et en fait, donc, race, il va prendre les Rougon-Macquart, je vais vous expliquer qui c'est. Et ensuite, il va prendre des descendants et il va les placer dans une sphère sociale précise, à un moment précis. Ça va couvrir plusieurs générations, 3 voire 4 générations, 5 si on prend l'évocation des grands-parents, les personnages absents, les évocations de la lignée, etc. etc. Mais en tout cas, ça s'étend sur donc 48, 58, 68, sur environ 25 ans. Voilà. Donc, avec 2 générations centrales. Voilà. Et donc, si vous voulez, en gros, alors je sais pas si vous les avez lus, mais l'essentiel, vous avez la génération
Pierre, Eugène, Antoine, donc ça va être la curée, son Excellence Eugène Rougon et compagnie. Donc ça, c'est les fils de ceux qui sont placés du bon côté pendant les événements de 48-52. Et vous avez leurs descendants à eux, qui vont être Gervaise et compagnie. Et la fille de Gervaise, c'est Nana. Voilà. Et Nana meurt quand elle a même pas 30 ans, au cri de tous en Allemagne, tous en Allemagne. C'est ce qu'on entend, ce que les gens entendent quand ils sont à côté d'elle sur son lit de mort. Donc vous voyez vraiment symboliquement. Nana meurt, c'est la 3e génération. Personnage de roman 48-52, ceux qui sont adultes en 48-52, on va les avoir que dans La Fortune des Rougon, le premier roman. Et ensuite, on va avoir toute une série de romans sur la 2e génération et toute une série de romans sur la 3e génération. Donc il y a vraiment 2 générations au centre, une génération présente et 2 autres évoquées. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se goupille. Donc, vous retenez race, milieu, moment. Et en fait, vous pouvez comprendre, c'est ça qui est génial, c'est que les Rougon-Macquart ne peuvent pas exister. Enfin, la formule race, milieu, moment et l'ensemble de romans, les Rougon-Macquart, ne peut pas exister à un moment d'immobilisme social. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu la Révolution française, la Restauration, Napoléon, puis la Restauration, puis les secousses républicaines de 48, puis Bonaparte, que dans la même famille, on peut se retrouver avec un mec qui est minier, avec un mec qui est dans la politique parisienne aux côtés de Napoléon III, un gars qui est artiste, une fille qui est prostituée. Voilà. C'est pas, vous comprenez que si vous prenez une famille aristocratique du XVIe siècle, ils vont être princes. Voilà, enfin, ça va faire 3 générations d'aristos, quoi. Alors, ça va être ce que vous allez, je sais pas si vous avez vu les séries anglaises, genre The White Queen, ou des trucs comme ça. Donc, du coup, des fois, des familles qui sont écartées du pouvoir, donc ça se tape la bourre. On est le 4e dans l'ordre de la succession au trône, donc pourvu que les aînés de madame, de la princesse Intel crèvent, comme ça on place ses enfants et ceux qui seront rois, mais on reste dans la sphère aristo. Alors que là, vous avez le ministre, son Excellence Eugène Rougon, le soldat, j'allais dire Claude Lantier, mais lui c'est l'œuvre, c'est l'artiste. Jean. Donc le soldat Jean, qui est aussi paysan dans la terre. Donc vous avez le monde paysan. Vous avez dans Germinal, c'est l'univers des Milniers, c'est les Lantiers. Enfin, vous allez voir tout ça, mais vous comprenez que si vous faites race milieu moment à une autre époque, vous allez en 3 romans, c'est réglé, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a une profusion de bouquins là-dessus. Alors je vous explique un peu comment ça marche. Qu'est-ce que c'est la race, avec plein de guillemets, Rougon-Macquart? En gros, et pourquoi il y a un nom composé comme ça? En fait, de manière archétypale, parce que c'est ça que j'adore, c'est que les romanciers sont libres. Donc, s'ils veulent que l'ancêtre soit intelligent ou bête, barjot ou pas, républicain ou pas, c'est eux qui choisissent, quoi, selon ce qu'ils ont envie de véhiculer dans leur œuvre. Donc, tout est intéressant, tout est c'est du sur-mesure, quoi. Tu vas chez un tailleur, tu te fais faire un truc au millimètre. Eux, ils font leur œuvre au millimètre. Ils n'ont pas de barrière. Enfin, il y en a, bien sûr, mais ils n'ont pas de barrière historique, quoi, puisqu'ils peignent pas des vrais caractères. Donc, le choix de Zola, c'est de prendre l'ancêtre des Rougon-Macquart, c'est Adélaïde Fouque. Pardon? Il y a des arbres généalogiques. Oui, il y en a plein. Rougon-Macquart, et il y a marqué Adélaïde, et en gros, névrose originelle. Voilà, c'est ça. Donc, Adélaïde Fouque, en fait, elle est fille de maraîchers plutôt aisés. Ok. Donc, maraîchers plutôt aisés, vous voyez ce que ça représente dans l'époque? On n'est pas du côté où on se fait couper la tête, on est plutôt au côté où on commence à avoir de l'argent, et à une époque où ça se fait. Donc ça pourrait s'annoncer bien, mais non. Parce que le problème d'Adélaïde Fouque, c'est qu'elle est folle. Une forme de folie. En fait, je me demande si à l'heure actuelle, ce serait pas... Comment on appelle ça? C'est pas schizophrène. Les gens qui passent de la grande expansion au grand abattement. Voilà.
Donc elle serait assez bipolaire, c'est-à-dire elle est pleine de grands enthousiasmes, et après de phases où elle est hébétée. Et donc du coup, il y a des scènes qui sont rappelées dans le roman, quand elle est avec ses enfants, elle est comme ça, à regarder dans le vide, et ses enfants s'entretuent, quoi, enfin se bastonnent, voilà, et elle réagit pas. Et en même temps, des fois, voilà, enfin elle est pas méchante, quoi, mais elle est à la masse, quoi, enfin elle est pas dans le monde réel, quoi, elle est pas bien structurée. Et en fait, donc, il y a une première marque sociale honteuse, c'est qu'elle aurait pu faire un beau mariage, à égalité, quoi, dans le genre, avec d'autres commerçants aisés. Et en fait, elle va épouser son jardinier par facilité. Donc c'est un petit peu dans le genre, tu es là, je suis folle, on couche ensemble. Du coup, ben, Rougon, c'est pareil, hein, il y a plein de schématisations dans ces romans qui sont à regarder en rétrospective avec un petit sourire en coin. Mais en gros, voilà, le mec, enfin, Zola lui taille un costard assez rigolo. C'est un gars qui n'arrive pas à penser très très loin, Rougon. Euh, c'est pas un imbécile, c'est un homme de la terre, quoi, avec tout ce que ça a de cliché. Et donc, voilà, en gros, il plante ses carottes et il s'endort parce qu'il a une grosse journée, il se réveille le matin. Mais il fait son taf, il le fait bien, enfin, il est pas dangereux, quoi. Voilà. Il va pas loin, mais il est pas dangereux. Donc ça, c'est Pierre Rougon, c'est le jardinier d'Adélaïde. Et donc elle l'épouse, et du coup, bah, c'est pas cool parce que c'est en dessous de sa catégorie, donc personne n'est content dans sa famille. Et je vous dirai après ce qu'elle fait. Et Zola, qui ne manque pas d'humour, bien que ça puisse un petit peu nous chiffonner certains, il fait mourir Pierre Rougon d'un mauvais coup de soleil pendant qu'il sarcle son plant de carottes. Donc évidemment, c'est schématique, puisque, voilà, tu vois, il y a toute une idée hein, dans le monde romanesque que vous connaissez l'idée que le romancier est Dieu dans sa petite création romanesque. Et donc en fait, les gens ont beaucoup plus que dans la vie réelle la mort qu'ils méritent. D'accord? Donc c'est des morts sur mesure. Vous savez que à l'heure actuelle encore, il y a des sites qui recensent les morts d'un genre bien fait, quoi. D'un genre, il a... Hein? C'est Darwin Awards. D'accord, bon. Donc ouais, voilà, le gars je sais pas, qui passe sa vie à avoir des comptes à l'étranger et à ponctionner la fortune les petites économies des braves gens et qui finit enseveli par un camion qui transporte du papier-monnaie, voilà, dans ta face. Bon, en général, c'est réservé aux romans. Il y a des morts beaucoup moins rigolotes dans le genre, enfin, du coup j'en rigole, mais c'est horrible. Genre Roland Barthes qui traverse la rue et paf, il y a un, un véhicule de lingerie qui l'écrabouille. Bon, le mec, c'est pas rendre justice à sa vie littéraire, quoi. C'est juste nul. Voilà. Bon, paix à son âme d'ailleurs, Roland Barthes au passage. Voilà. Donc. Oh merde, pardon. Ah. Voilà, vous me dites s'il y a quelque chose qui va pas, parce que je suis un peu enrhumée, donc il ne faudrait pas que je vous fasse court avec la goutte, ce serait très gênant. Voilà, donc, Zola fait mourir Pierre Rougon très tôt, dans son jardin, fidèle à son poste, en train de s'occuper de ses petites carottes, ou de ses grosses carottes d'ailleurs. Et d'ailleurs, il a des doigts comme des carottes. Enfin, il y a toute une métaphore de carottes, en fait. Un petit peu comme les tableaux. Ça me fait penser aux tableaux de Archimboldo. Vous savez, l'homme légume, l'homme poisson, etc. C'est un petit peu l'idée, quoi. Et Balzac fait pareil avec l'imprimeur, le père de Lucien. Il a un nez en forme de A. D'accord? C'est un imprimeur, donc il a une gueule d'imprimerie, en fait. Voilà. Donc ils aiment bien faire ça. Moi j'aime bien travailler là-dessus aussi, donc je vais pas leur jeter la pierre. Donc voilà, il meurt sur son plant de carottes. Et l'autre, du coup, elle se retrouve seule avec les 3 enfants qu'elle a eu avec lui. Et elle est à l'ouest, donc elle manque pas vraiment d'argent, quoi, mais elle est à l'ouest. Et elle est avec ses gamins qui se tapent dessus. Et en fait, elle se met à fréquenter un contrebandier, un mec qui fait peur à tout le monde.
et qui est buveur, contrebandier, quoi. Il vit en allant canarder des bêtes qu'il a pas le droit de tuer en les revendant, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Il fait pas des trucs de fou, mais c'est un peu voilà, le gars. Les scènes qui représentent beaucoup Zola, c'est que c'est le gars, en gros, quand tu le croises la nuit, tu fais ah! Genre, il a un petit peu une tête de tueur, quoi. Voilà. Et en fait, donc elle s'amourage de lui, mais il est sympa le personnage d'Adélaïde Fouque. Moi, je me suis beaucoup attachée à elle. C'est assez bien décrit en fait, parce que du coup, elle a pas de prisme social en fait. C'est pas non plus une femme libre, c'est une femme folle. Mais du coup, elle a pas de prisme social, donc elle couche avec les hommes sans que ce soit lié à de la saleté, de la prostitution, de la volonté de. Enfin, donc c'est vraiment un prisme sexuel assez intéressant. Faudrait qu'on le voie dans Femmes et littérature d'ailleurs, j'y pense. Mais voilà. Et donc, elle a eu cette aventure avec Makar, et Makar, en fait, il fait sa vie tout le temps, et puis une fois de temps en temps, il est devant sa maison, et puis il passe quelques nuits là, il tape un petit peu les gosses à coups de crosse, et puis il se casse. Voilà, et elle pond ses gosses, et voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça évolue. Et du coup, c'est pour ça que c'est Rougon Makar. En fait, lui, il s'appelle Makar. Et donc, il y en a qui ont, alors ça m'a vachement intéressé Zola, le sang, ou les gènes, comme vous voulez, la race Makar, et les autres qui ont la race Rougon. Et donc, la race Rougon va être la partie de la famille qui va mieux réussir que la race Makar. Évidemment, les pochetrons seront, dans le prisme zolien, des descendants de la souche, c'est comme ça qu'il dit, hein, la souche, la sève, il y a toute une métaphore végétale, seront de la souche Makar. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Gervaise dans l'Assommoir, qui est la mère de Nana dans Nana. Gervaise dans l'Assommoir, c'est une bonne personne, hein, Gervaise. Elle est travailleuse, si vous lisez, en fait, les romans de Zola, ils sont affreux parce que ils sont sur 500 pages, et à la page 250, vous croyez que tout va aller bien. Et après, c'est la lente déchéance jusqu'à la page 500, en fait. Donc Gervaise, à la page 250, elle a monté sa petite blanchisserie. C'est pas elle qui a tué Roland Barthes, mais... Donc elle a monté sa petite blanchisserie. Elle a épousé un gars qui est couvreur, qui est plutôt cool au début. Enfin, donc elle y est arrivée, quoi. Alors qu'elle partait vraiment d'une situation horrible. Et en fait, après, son mari va mourir. Enfin, non, il va faire une mauvaise chute, il va se pochetronner et tout va partir en sucette. Sa fille va se prostituer. Enfin, bon, bref. Son mec va devenir violent. Tout le monde va picoler, se taper dessus. Enfin, ça va être la merde. Et elle va mourir sous un escalier gelé. Voilà, donc c'est pas très belle mort. Donc ça, c'est Makar. Voilà. Donc, il y a Adélaïde Fouque et les Rougons, la fortune des Rougons. Donc, Zola raconte Adélaïde Fouque et l'enfance de Eugène Pascal Aristide, donc les fils de Pierre, les fils Rougon, et de Ursule et Antoine, les enfants Makar. Qui sont donc, qui ont 3 ans de différence, hein. Je me demande même, il faudrait que je relise, mais s'il n'y a pas des Makar au milieu des Rougons, quoi. Au milieu, bon... Mais en tout cas, ils sont dans un mouchoir de poche au niveau des dates. Hein. Donc, voilà. Et en fait, donc, l'histoire de la fortune des Rougons. Donc, évidemment, fortune, c'est le sort. Et c'est aussi comment il y a possibilité d'émancipation sociale. Alors que là, pour le coup, ils partent de rien, puisque Adélaïde, elle a aucune fortune. Voilà. Donc, la fortune des Rougons, c'est comment ils vont arriver à se placer du bon côté Napoléon III. Et... comment donc ça va être leur sort, leur fortune, la fortune aux yeux bandés, vous savez, de ce qui arrive sans qu'on sache quoi, etc. Et en même temps, la fortune, le pognon. Voilà. Et donc, l'histoire de la fortune des Rougons, c'est comment donc Pierre, alors attends, son jardinier Rougon, et du coup, attends. Oui. Alors, le jardinier, il s'appelle pas Pierre. C'est le fils du jardinier qui s'appelle Pierre, pardon. Je l'ai appelé Pierre, je sais plus comment il s'appelle, le jardinier Rougon. D'accord. Bon, mais je me demande si... Voilà, mais je me demande s'il s'appelle pas Pierre aussi. Bon, bref, voilà. Moi, je parle du Pierre. Voilà. Le fils Rougon de Adélaïde qui a épousé son jardinier. Bon. Donc, il y a un Pierre Rougon. Et Pierre Rougon, en fait, il a hérité un peu le bon sens de son père. La carotte. Le mec des carottes. Et du coup, il tombe sur une nana qui est une famille de petits commerçants et qui voit en lui tout un potentiel, genre c'est de la pâte à modeler.
c'est un mec, elle se dit que si elle le manipule bien, elle va pouvoir le placer. Donc Félicité Piège, c'est vraiment celle qui socialement, ce que va écrire Beauvoir un siècle plus tard, qui va vivre par procuration à travers son mari. Donc elle va construire son mari, elle va faire son mari n'est qu'une marionnette entre ses mains, et elle va vivre par procuration la réussite sociale de son mari, qui n'est pas la réussite sociale de son mari, mais la réussite de sa marionnette en fait. Hein. Voilà, ça c'est Pierre Rougon. Et donc en fait, Félicité, pendant la période trouble de 48-52, elle va placer Pierre au bon moment, au bon endroit, parce que les révolutions entraînent le fait de rebattre... Enfin, les cartes sont rebattues en période de révolution. Révolution, je vous l'ai dit, hein, c'est-à-dire faire un tour sur soi-même. La révolution du soleil, je vous ai dit, c'est pas le soleil qui manifeste, c'est le soleil qui a fait le tour de la question du monde. Donc, la Terre qui a fait le tour du soleil, mais bon, c'est un vaste débat. En principe tranché. Donc, c'est une période où tout est possible. Et donc, Félicité, qui est petit commerçant Aix-en-Provence, hein, vous savez que Plassans, c'est Aix-en-Provence. Ça reprend toute la structure de la ville. Donc, si vous faites Aix puis Paris, amusez-vous. Hein, vous allez voir tout votre parcours urbain. Et donc, elle est ambitieuse comme pas possible, super intelligente. Et du coup, elle profite de ces 3 années pour écrire des lettres, soudoyer des gens, placer son truc. Et en fait, c'est vraiment, vraiment hyper tendu son histoire, quoi. Parce que c'est vraiment un jeu d'échecs, quoi. Elle place ses pions, elle machin. Et elle va mettre ses enfants dans le coup aussi. C'est-à-dire que pendant cette période-là, ses enfants passent de leur adolescence à la période où ils peuvent réussir, enfin, où ils peuvent faire quelque chose de leur vie. Elle et Pierre Rougon ont passé toute leur fortune dans les études. Donc là, ça vous permet, si vous avez un jour à parler éducation, de parler d'ascension sociale avant l'ascenseur social républicain. Il y avait déjà des gens qui disaient tout pour l'éducation, on va leur payer des collèges. C'est l'exemple Félicité Puech. Et en fait, elle arrête pas de shooter dans le cul de ses enfants en disant « Mais c'est pas possible quand t'es payé des études si chères et que tu sois assez nul. La période est propice à ce que tu réussisses, on a tout mis de ton côté et toi t'es une merde. » Voilà, donc ça va être ça, Félicité, mais franchement, je sais pas comment, enfin c'est un personnage de roman, mais tu te dis, la meuf, elle doit avoir des palpitations cardiaques 25 fois la journée, enfin c'est ça sa vie, quoi. C'est de miser, c'est une parieuse, une manipulatrice. Donc elle met son pognon sur ses enfants, son mari, et elle les manipule de l'extérieur. Et elle passe son temps à se croiser les doigts pour que personne ne merde, quoi. Et en fait, elle réussit bien, notamment grâce à son fils Eugène. Et Eugène, c'est celui qui va devenir ministre dans le roman Son Excellence Eugène Rougon. Donc Eugène a fait des études et il monte à Paris. Et du coup, il est dans les coulisses du pouvoir et il sait très bien qu'il va y avoir le coup d'État. Et donc, alors que les frères Rougon et Macquart sont en train de faire n'importe quoi, il y en a un, je crois que c'est Antoine Macquart, qui crée un journal républicain parce qu'il est sûr que la République va triompher. Lui, vous comprenez que Félicité, elle va le renier, elle va plus vouloir avoir de contact avec lui, puisque c'est le côté Macquart de la famille. En fait, c'est le demi-frère de son mari. Donc, il va y avoir toutes les tensions sociales qu'il y a encore dans nos familles. Hein. Je sais pas, alors ça se pacifie, mais il y a encore des tensions. Des membres de la famille qui fréquentent pas d'autres parce qu'il y a eu ci et ça. Bon, c'est un petit peu l'idée. Il faut que tu coupes les ponts avec un tel, tu te rends pas compte. Ça nous portait préjudice. Alors, ça se fait moins, mais ça se fait quand même. Voilà. Donc, il y en a qui font les mauvais choix. Il y a le sacrifice de Silver. Donc Silver, c'est en fait l'enfant récupéré par Adélaïde. Donc il est vraiment très côté Adélaïde. C'est le petit-fils d'Adélaïde. Et en gros, il se pose chez sa grand-mère qui est folle, mais il l'aime bien. Et il lit du Rousseau chez elle. Et donc quand la révolution éclate, lui doit avoir, je sais plus, peut-être 17 ans max, quoi. Et il va entraîner Miette, une fille qui se fait appeler Miette et qui est, bon, pareil, une histoire, mais en fait c'est rigolo parce que niveau littéraire, c'est la veine romantique du roman naturaliste. C'est-à-dire que, vous savez, les personnages de romans aussi incarnent le type d'histoire que veulent déployer les auteurs. Et là, on voit très bien à travers Silver et Miette que, en fait, Zola a envie de se taper un bon vieux roman d'amour sur fond révolutionnaire. Et que ce roman, c'est pas possible, quoi. On est au 19e siècle, ce serait cheesy, quoi. Ce serait ringard, ce serait sucré, ce serait nul, quoi.
Donc, ok, ces deux personnages, ils vont crever avant même d'avoir atteint leurs 18 ans. Mais il y a toute cette histoire qui représente quand même, bah, je sais pas, si on met tout bout à bout, 100 pages, des 500 pages. Donc il y a un roman d'amour sur fond révolutionnaire, enchâssé. Et là, on a tous les clichés à un moment. Cette fille de paria, de Bagnard, je crois. Elle est fille de Bagnard et elle est amoureuse de Silver. Et elle devient l'incarnation de la révolution. Tout le monde l'acclame en l'appelant Vierge Rouge, parce qu'elle porte le drapeau. Donc on a la liberté guidant le peuple, cette image allégorique de la révolte. Voilà, tous les clichés y sont. Donc on peut dire, voilà, il a écrit un roman naturaliste très bien sous tous les rapports, mais ils se font plaisir, hein. Stendhal, il va se faire du roman. Non, meilleur exemple. Quand vous lisez Cervantes, donc c'est du post-roman de chevalerie. C'est un mec qui a donc Don Quichotte. C'est un mec qui a tellement lu de romans de chevalerie que il veut vivre sur le mode chevaleresque. Mais parce qu'on est au post-roman de chevalerie, tu peux plus écrire à l'époque de Cervantes un roman de chevalerie. Tu t'es ringard. Et donc du coup, il va montrer comment ce personnage, en se voulant chevaleresque, s'en prend plein la gueule. Mais il écrit un roman de chevalerie quand même. Ça lui permet de parler de roman de chevalerie pendant l'essentiel de son roman. Donc à un moment, la satire d'une forme littéraire, c'est aussi s'autoriser à la laisser vivre au sein de son œuvre. Donc là, Zola se fait plaisir. Zola, il y a toujours une partie de... Enfin, en tout cas dans La Fortune des Rougon, qui est le premier en plus. On a tout cet ancrage romantique, on a du clair de lune, on a des ruines, on a des herbes folles, on a toute l'iconographie romantique, on l'a quoi. Donc on l'a à travers les personnages de Silver et Miette. Donc voilà, et en fait, donc Pierre et Félicité vont pouvoir miser sur Eugène qui sait qu'il va y avoir un coup d'état, et Félicité va manquer en crever de tachycardie, parce qu'à un moment, il a peur, Eugène, que sa mère en fasse tellement que elle lui coupe ses chances à lui. Du coup, il donne plus signe de vie, et au dernier moment, il leur dit feu vert, vous vous placez du côté Empire. Donc, il dit pas ça. Il dit, quoi qu'il arrive, c'est la personne de Napoléon, enfin de Louis-Napoléon, arrêtée avec la République ou quoi que ce soit. Et donc, c'est incompréhensible pour eux. Parce que soit t'es... Comme le mec a été élu par les urnes, tu peux croire que c'est la République qui va gagner. Et donc, ils reçoivent des signaux qu'ils comprennent pas. Et donc, à un moment, ils sont obligés de crier vive ce gars-là, quoi, mais sans savoir pourquoi. Et en fait, après, du coup, ils sont du bon côté. Et du coup, ils réinventent leur histoire. Il y a toute une réécriture, une hagiographie des Rougon-Macquart. Et c'est ce qui va permettre à Eugène Rougon... alors, Eugène Rougon, c'est un des seuls romans, son Excellence Eugène Rougon, c'est un des seuls romans qui finit pas mal. C'est-à-dire que c'est le schéma inverse. C'est-à-dire qu'on l'aperçoit, il est à un point vachement bon de sa carrière. Et puis, il est écarté du pouvoir au milieu du roman. Et c'est une leçon de pragmatisme politique encore plus dans ta face que Machiavel. C'est-à-dire qu'à la fin, il retourne sa veste, mais alors d'une manière tellement honteuse. Et donc, il reste à sa place politique, quoi. Donc, c'est vraiment l'animal politique. Et donc, vous qui êtes dans la filière dans laquelle vous êtes, n'hésitez pas, parce que Machiavel, c'est aussi sympa d'entendre, au lieu de dire « Oui, Machiavel, je sais plus trop, machin », de dire oui, mais c'est une leçon de pragmatisme politique qu'on retrouve jusqu'au 19e siècle dans des romans comme son Excellence Eugène Rougon. Magnifique. Voilà. Donc, voilà. Pascal, donc, les trois fils. Donc, Eugène qui va donner son Excellence Eugène Rougon. L'autre fils, Rougon, donc Adélaïde Fouque plus Rougon, c'est Pascal, dont on n'entend quasiment pas parler, qui est le docteur Pascal dont je vous ai parlé. Donc que sa mère, qui rend fou sa mère, parce que lui, c'est pour l'amour de la science. Donc il a pas d'appât du gain, il s'en fout un peu des conventions sociales, donc elle se tape la tête contre les murs en disant « Mais pourquoi on t'a payé des études comme ça pour que tu deviennes juste un intellectuel, c'est ça ?» Voilà, donc elle passe son temps en transe. Et le troisième, c'est Aristide. Et Aristide, il va pas mal s'en sortir. Donc le troisième Rougon, parce qu'il y en a deux autres, des Macquart. Donc le troisième Rougon, c'est Aristide. Aristide, il est dans deux romans, La Curée et L'Argent. Alors La Curée, c'est pas la femme du curé, vous voyez que ça ne marche pas. La Curée, c'est une métaphore zolienne en fait, c'est un truc de chasse.
C'est quand vous, enfin, ou d'autres, hein, quand des gens vont à la chasse, ils amènent des chiens et ils chopent du gibier. Et une fois qu'ils ont chopé les gibiers, qu'ils ont découpé les parts qu'ils allaient manger, ils jettent les carcasses aux chiens pour les récompenser d'avoir chassé. Et donc les chiens se jettent sur les résidus des carcasses des gibiers et donc se battent pour arracher qui a un foie, qui a un cœur, qui a un lambeau de chair. Et c'est la métaphore du Second Empire dans la vision zolienne. C'est tous les appétits sont là, il y a possibilité de choper quelque chose parce que les cartes sont redistribuées, donc il y en a qui se jettent dans la course à la fortune, et c'est ce que décrivent certains romans, et ça va être incarné par Aristide. Ok. Donc je récapitule. Génération 1. Donc, parce que tout à l'heure je me suis un peu mis dedans. Génération 1. Il y a Adélaïde Fouque avec le mec qu'on appelle Rougon. Et ils ont Pierre. Pierre va avoir Eugène, Pascal, Aristide. Adélaïde Fouque avec Macquart. Elle va avoir Ursule et Antoine. Donc à la génération 2, on a Pierre, demi-frère de Ursule et Antoine. Du coup, les fils de Pierre, Eugène, Pascal, Aristide, sont cousins des enfants d'Ursule et Antoine, type Gervaise et Jean. Ok ? Voilà. Là, c'est... c'est bon. Notons qu'en ligne, vous avez vraiment le truc. Mais si c'est aussi embrouillé à l'oral, c'est parce que c'est même avec truc sous les yeux, c'est compliqué. Ok. Alors, voilà. Donc, j'en étais à la curée. Donc, Aristide, qui est le frère d'Eugène et de Pascal, le fils de Félicité et de Pierre, c'est celui qui va représenter la possibilité de se faire plein de thunes parce qu'il y a redistribution des cartes. Et donc, ça va être vraiment l'appât de l'argent. Donc, si vous voulez, au niveau éthique, on a Eugène qui va être le pragmatisme. La trahison politique pourrait se maintenir au pouvoir. Pascal, qui va mettre son éducation au service de la science, donc c'est un personnage positif pour Zola. Et le troisième, c'est celui qui va mettre ses capacités au service de l'argent, du pognon, s'en mettre plein les fouilles. Voilà. Donc Aristide, c'est celui qui va être dans La Curée, donc je vous ai expliqué ce que voulait dire le titre. Et on va le retrouver dans L'Argent, donc ça porte bien son nom. Et vous voyez que les deux titres, que ce soit La Curée, c'est-à-dire ça en fait un des chiens qui va faire la chasse et ronger les carcasses. Hein. Aristide, c'est ça. Hein. Et une fois qu'il a rongé les carcasses et qu'il a assis une base de sa fortune, paf, il part essayer d'en faire encore plus. Et c'est ce que je vous racontais l'autre fois, ce roman L'Argent qui pose vachement question. Parce que c'est tous les clichés de l'époque sur la judéité, notamment physique, puisque Zola décrit les nés juifs. Donc à l'heure actuelle, vu qu'entre-temps ça a justifié pas mal un affreux génocide au milieu du XXe siècle, ça fait grincer des dents. En fait, l'histoire de l'argent, c'est que y a l'idée de la banque juive. Là aussi, c'est vachement illisible maintenant parce que ça a été repris dans la propagande nazie pour dire que les juifs gouvernent le monde. Vous savez qu'il y en a encore qui pensent ça, qui le disent, qui le véhiculent. Donc il y avait ça dans ce roman. Et du coup, Aristide a l'idée de contrer la banque juive en créant une banque chrétienne. Voilà, et du coup, mais c'est pas con, hein. Le roman est loin d'être inintéressant, quoi. Mais tu grinces des dents, quoi. Tu fais, wow, je comprends pourquoi au lycée on me l'a pas mis entre les mains, quoi. Voilà. Donc, en fait, Aristide, donc il va chercher à se lancer. Voilà, il a bien saisi qu'il y avait du mouvement, donc on pouvait se placer, profiter du fait que tout bouge pour oublier d'où on vient et se mettre dans le game. Et du coup, il va jouer sur l'enjeu social qu'on retrouve dans les Balzac et qu'on retrouve dans d'autres romans de Zola, le mariage. Et il va incarner cet homme qui n'a pas de lignée, mais qui a du potentiel de pognon, et qui va en fait jouer avec des aristos dans une situation délicate pour récupérer de l'aristocratie autour de lui. Se lancer au niveau mondain. Et en fait, du coup, il va faire appel à une
une petite couturière, mais qui est au courant de tout dans la ville de Paris, qui regarde un petit peu tout ce qui se trame, qui est au courant de tout, parce qu'elle va coudre chez les gens, bien placée et tout, donc on lui raconte un peu tout. Et du coup, elle fait des mariages, elle fait des trucs un peu... elle note les petites histoires des gens pour savoir quels intérêts ils pourraient avoir en commun, quelles affaires ils pourraient conduire ensemble. Et donc, elle le connaît, et il se trouve qu'il y a une jeune aristo qui s'est fait mettre en cloque avant mariage, et que le mec ne veut pas épouser. Et du coup, bah, elle épouse, enfin, elle, ce qu'elle a gagné dans le mariage avec Aristide, c'est d'avoir un mari. Et pas un mari qui est n'importe qui, donc au niveau social, ça le fait pas du tout, mais elle sent qu'il a le potentiel pour se placer. Elle sent que c'est un limier de Hound. Bon, voilà, ça c'est Game of Thrones qui m'a donné le mot. Donc un gars qui flaire des pistes, quoi. Donc elle sait qu'il va faire fortune. Donc en fait, c'est un peu donnant-donnant. Elle mise sur lui pour qu'il lui fasse pas honte. Et c'est ce qui lui permet de pas être une fille perdue, comme on disait joyeusement jusqu'à une période récente. C'est ironique bien sûr, pour le joyeusement. Donc elle, ça lui permet de récupérer au moins voilà, un gars qui lui fait pas trop honte. Et lui, il a toute la sphère mondaine à portée de relations, quoi. Donc c'est bon pour lui, c'est gagné. Et donc c'est comme ça qu'il se lance. Et la curée, en fait, là aussi, bah, les romans de Zola, c'est tout un panorama. En fait, il écrit plusieurs romans dans un roman. Et c'est un néo-Phèdre, en fait. C'est-à-dire que Phèdre, vous savez que c'est l'histoire d'une jeune deuxième épouse qui a des sentiments pour le fils de son mari. Donc pour son gendre. Voilà. Et là, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que, bah, par la force des choses, la femme qui a épousé Aristide, c'est Aristide, hein, elle n'est pas du tout amoureuse de lui. Je crois qu'elle s'appelle Renée. Je vais pas dire une connerie parce que je crois que j'ai tout en tête, donc je le révise pas forcément. Mais elle s'appelle Renée. Donc elle s'appelle Renée. Elle a, voilà, dans le roman, elle a 29 ans. Et bah, Aristide, il a eu, je crois qu'au début, il était avec une meuf hyper travailleuse qui se tue à la tâche parce que lui, il est là à spéculer sur le pari haussmannien et ça marche pas tout de suite, quoi. Donc ça, pareil, le pari haussmannien, bah, j'y ai habité, quoi, bon, dans 8 mètres carrés, hein, faut pas déconner, mais... Et du coup, c'était trop chouette parce que j'avais toute la ville, là, comme ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord, et je voyais, il y avait le dimanche, j'allais au parc Monceau, pour faire mon footing, pour tout vous dire, ça n'a aucun intérêt, et il décrit les hôtels particuliers qui sortaient de terre autour du parc Monceau, et donc moi, je les voyais devant moi, enfin, c'était vachement cool, je me suis régalée, quoi, pendant cette période. Et donc, la première vie d'Aristide, avant de rencontrer cette nana, il est là avec sa femme, c'est elle qui bosse en fait, elle se tue à la tâche et lui il spécule sur le pari qui sort de terre. Et des fois il se plante et donc des fois il touche plein de pognon et il investit à fond et puis le lendemain il est pauvre et il est fou de rage et tout ça. Et il y a une scène, je crois qu'il est à Montmartre, où je vais pas dire de bêtises, est-ce que c'est anachronique ce que je dis? Enfin il est sur une butte quoi. Je sais plus sur quelle butte, mais il voit Paris d'en haut et il découpe le gâteau parisien avec le tranchant de sa main. Donc voilà, parce que les métaphores de Zola, c'est pas très léger. Hein. Enfin, au début, c'est sympa. Quand vous en êtes à votre 16e bouquin, lu pour la 4e fois, bah non, pas encore les mains comme des battoirs, pas encore le gâteau de la ville, pas encore pitié, quoi. Le ruisseau d'or, voilà, bon, bref. On n'en peut plus, mais il y a une mythologie zolienne là-dedans. Donc, Aristide a cette première vie et sa femme se tue à la tâche littéralement. Hein. Mais donc il se retrouve avec un gamin dans les pattes. Et donc quand il se marie avec cette femme enceinte Aristo, il y a un jeune homme. Alors je sais plus à quel point il est jeune homme, si c'est 15, 17 ou 18 quoi. Mais bah, c'est la relation archétypale, hein, femme de 28 ans et post-adolescent, quoi, tout jeune homme. Et c'est l'archétype Rousseau et Madame de Warens. C'est exactement ce que je vous ai raconté dans le cours où je vous ai raconté un petit peu les confessions. Et voilà, avec cette relation, voilà. Et donc, en fait, lui est un tout jeune homme qui a de la fortune et voilà, donc il commence la vie mondaine. Et elle, bah, c'est une femme aristocrate du 19e siècle, donc elle a une vie mondaine aussi, et ils font leur vie mondaine ensemble. Enfin, en tout cas,
parce que la vie mondaine n'est pas la même pour les hommes et les femmes, vous le savez. Mais en tout cas, ils vont aux courses, ils vont au parc, ils font la balade où on se montre, dans les calèches de standing, entre guillemets. Ils font ça ensemble. Et donc, ils se font des confessions dans les calèches. Et évidemment, elle l'appelle mon enfant. Et lui, il jette sa tête bouclée dans son décolleté. Mais voilà, et elle l'appelle mon petit chéri. Enfin, voilà quoi. Donc, c'est complètement incestueux, complètement phèdre, complètement... Enfin, Hippolyte fait pas ça. Hein. Hippolyte, il est pas très chaud. Mais là, je crois que c'est Maxime. Il est content, mais en même temps, à un moment, elle est dépitée, elle se sent vieillir, parce que tu comprends, elle va passer 30 ans. Et pour les femmes, pour les Balzac et les Zola, 30 ans, c'est terrible, quoi. Il y a un roman de Barbé de Aurevilly qui s'appelle Une vieille maîtresse, elle a 36 ans. Alors, il n'y avait pas de blanchiment des dents, il n'y avait pas d'orthodontie, il n'y avait pas d'orthopsie, il n'y avait pas de tout ce que vous voulez, de teinture, j'en sais rien, quoi. Mais bon, il y avait aussi les femmes belles, c'était 16 ans hein, dans leur tête. Donc, Miette, toute petite. Voilà. Miette, d'ailleurs, c'est hyper dérangeant, enfin, quand on le lit maintenant. C'est le passage du corps de petite fille au passage du corps adolescent. Et donc, il y a la scène de la rivière où elle se dénude. Et Zola, tu vois bien qu'il en peut plus parce que c'est un début de poitrine. Le début du dessin, de la poitrine. Enfin, bon, il en fait des caisses, quoi. Enfin, il est à fond. Bon. Donc, c'est drôle et pas drôle. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que les canons de cette époque, la floraison d'une femme, c'était 16 ans. Après, elle fait des gosses. Et 30 ans, c'est le grand âge, quoi. Donc 36, baiser avec une femme de 36 ans, mais tu peux en écrire un roman, quoi. Voilà. C'était pas son physique, c'était le feu dans ses yeux, tu comprends. Je vous jure qu'il écrit ça, quoi. Bon. Du coup, voilà, donc ils ont cette relation, et en fait, elle, à un moment, par dépit, elle va vouloir se prouver qu'elle peut avoir une relation sexuelle avec Maxime. Et Maxime, en fait, il a pas du tout envie d'être dans la dépendance affective de qui que ce soit, quoi. C'était marrant en tant que jeu, et elle est très belle comme femme, mais il a pas du tout envie de rentrer dans ce jeu-là. Et donc, ça se passe pas très bien. Donc, il y a vraiment un roman enchâssé, un nouveau Phèdre, hein, un espèce de petit truc comme ça, dans un bouquin sur la redistribution des cartes dans vraiment le Monopoly du 19e siècle. C'est-à-dire on partage Paris, on refait Paris, on spécule sur le bâtiment, en fait. La spéculation urbaine au 19e siècle. Voilà. Voilà, et donc on le retrouve dans l'argent. Et il a toujours ces mêmes traits de caractère, là, de savoir placer ses billes, d'avoir des bonnes idées, passer de l'immense fortune à la quasi-déchéance. Mais en gros, c'est un type pareil, hein, on n'est jamais loin de Balzac, qui est jamais loin de Molière, qui est pas loin non plus de La Bruyère. Il y a ces histoires de peindre des caractères aussi. Et Aristide, c'est pas quelqu'un qui se laisse abattre. Vous savez, il y a c'est un type qui est encore représenté aujourd'hui, comme dans Le Loup de Wall Street ou les trucs comme ça. C'est les gens qui aiment se challenger, quoi. Alors moi, je connais pas trop ça. Donc, sur le plan intellectuel, oui, mais sur le plan économique, alors pas du tout, dit la fonctionnaire. Mais voilà, faire des affaires, placer ses billes, regarder, se faire des frissons d'horreur parce que la bourse a chuté. Voilà, c'est ce genre de gars avant l'heure, en fait. Voilà. Donc voilà pour Eugène Pascal Aristide. Donc là, on est côté Pierre Rougon épouse Félicité Puech. Et de l'autre côté, on va avoir la descendance Macquart. Antoine Macquart, c'est le gars qui va lancer son journal révolutionnaire, donc il va pas être du bon côté. Et c'est dans La Fortune des Rougon. Et ensuite, en fait, les personnages des Rougon-Macquart qu'on va retrouver, la filiation la plus connue, c'est la filiation Gervaise et la filiation Jean. Je vais pas tous vous les faire, quoi. Mais Gervaise, donc c'est l'Assommoir. Donc vous voyez aussi qu'il y a le féminin et le féminin ouvrier, le masculin ouvrier, le féminin rural, le masculin rural, le masculin politique, avec évidemment pas de féminin politique, mais dans le masculin politique de son excellence Eugène Rougon, vous avez une femme qui essaye de se lancer en politique, et une italienne, c'est un petit peu la risée, mais en même temps elle fascine, et en même temps c'est un peu une pute, enfin c'est vachement le mélange de... Il y a des passages sur les femmes en politique écrits
dans la narration, hein, c'est pas incarné par un personnage. Donc c'est Zola qui pense ça. Il y a son esprit de femme, voilà. Je sais pas si j'en avais parlé, j'avais dû en parler en Femmes et littérature, mais l'expansion du nom, là, on dirait en grammaire, de femme, c'est très zolien. Sa sensibilité de femme, son esprit de femme, ses folies de femme. Comme si ça voulait dire quelque chose en fait. Parce que la femme est comme ça renvoie à un truc. Donc, alors qu'il n'y a pas le pendant masculin. Alors des fois, il y a toute la sève qui bouillonnait en lui, mais il n'y a pas sa masculinité criée. Voilà, c'est très, très, très de son temps, quoi, on va dire, hein, quand même. Voilà, donc Gervaise, on est dans le petit monde ouvrier parisien. C'est aussi Paris-Province, évidemment. Et donc, bon, je vous passe les détails, mais en gros, comment une femme boiteuse sans fortune survit-elle sous le Second Empire? Bah, mal. Et en fait, Gervaise, je vous ai expliqué, elle est plutôt gentille, plutôt honnête, méritante. Et donc, à un moment, à l'apogée du roman, ça roule, c'est-à-dire que elle a inspiré confiance, donc elle a un commerce une blanchisserie qui fonctionne, avec un appartement au-dessus, elle a une clientèle régulière, elle épouse Coupeau, donc, parce qu'au début elle est mariée avec Lantier, qui est une horreur. Et le mec meurt, je crois, ou l'abandonne, ou pas. Enfin bref, elle épouse Lantier qui est couvreur. Ça se passe bien. Et en fait, je vais vous raconter donc la déchéance. C'est Coupeau tombe d'un toit. Donc il y a un salaire en moins, un revenu en moins. Donc ça devient hyper trash. Du coup, il se met à boire. Comme il picole, il tape tout le monde. Et il développe la maladie très connue au 19e qui s'appelait le délirium très mince. C'est la maladie des alcooliques, quoi, c'est-à-dire des tremblements, des tremblements permanents des membres. Et du coup, il est placé dans un hosto, quoi. Et du coup, Gervaise, elle s'en sort pas toute seule, elle s'est fait taper dessus, elle a picolé pour essayer de s'en sortir. Enfin, n'importe quoi, elle a picolé parce que c'est dans sa race. Entre gros guillemets, et du coup, elle meurt Voilà, si vous voulez, c'est rigolo parce que il y a le même schéma entre le Père Goriot et l'Assommoir, l'itinéraire dans l'immeuble, en fonction de ce qui se passe dans la vie. Vous savez qu'en fait, les commerçants avaient les appartements des premier et deuxième étages. Le deuxième étage était censé être la merveille des appartements parisiens parce que c'était à la fois lumineux et accessible. Il n'y avait pas les ascenseurs, donc accessible. Enfin, c'est le début des ascenseurs, mais c'est quand même super rare. Pas dans les anciens immeubles, en tout cas. Il n'y en avait pas. Et donc, les quatrième, cinquième étages, plus chambre de bonne, ça veut dire que tu te tapes 5 étages et c'est pas la fête parce que comme tu vieillis et que tu vieillis pas super bien, vu les conditions, voilà, c'est pas terrible. Et en fait, Goriot, au début, il est au premier étage dans la pension, donc ça c'est autre chose, hein, c'est pas sa vie liée à ses revenus, mais lié à ce qu'il donne comme argent dans la pension, il est bien installé au premier étage. Et plus il est vieux et plus il est pauvre, plus il monte les étages et il se retrouve dans un petit grenier. Et Gervaise, elle est au premier étage, elle monte les étages parce que elle a plus de sous et elle meurt sous l'escalier du même immeuble. Donc il y a vraiment cette métaphore récurrente. Voilà. Donc ça c'est pour Gervaise. Gervaise est la maman de Nana. Voilà. Et Nana, on la retrouve dans le roman qui est à son nom et qui est vraiment, je vous dis, elle meurt, elle a moins de 30 ans et elle meurt en 1870. Voilà, donc c'est vraiment la dernière génération vraiment illustrée par un parcours de vie, parce qu'à chaque fois, ça représente la vie des personnes, hein, c'est-à-dire on se met sur 15 ans au cœur de leur vie, et on raconte ce qui s'est passé avant, et ils meurent. Voilà. Et donc, Nana, elle a, en plus, comme ils ont régulièrement des vies assez brèves, Nana, on la prend à 16 ans, et on la lâche, je pense, je sais pas, elle a entre 25 et 30 ans.
Et donc, Nana, c'est le monde de la prostitution. J'en ai parlé, il y en avait peut-être certains qui étaient au cours Femmes et littérature. En gros, au début, elle est très mauvaise actrice, chanteuse d'opérette. Mais comme elle se montre à poil et qu'elle a 16 ans, les hommes viennent juste pour la voir. En fait, ils en ont rien à faire, ils en ont rien à faire du spectacle. Et ils viennent parce que ils regardent sa chair rose, marbrée, machin. Et Zola aussi a créé ce personnage pour décrire sa chair rose, marbrée, tout ça, puisque c'est lui aussi qui a choisi de la mettre à poil sur scène et de la décrire aussi longuement dans l'étoffe transparente qui ne couvrait que son sexe. Voilà. Et il en fait des caisses. Et toutes les 10 pages, il y a les bras blancs de Nana, elle se fait retirer le cul devant une cheminée, hop, description du cul. Enfin, très bien, hein, mais on voit que ça lui fait plaisir, quoi, d'écrire un roman sur une belle femme qui vend ses charmes. Donc au début, vous voyez, ce truc, en fait, prostitution, c'est un mot qui recoupe, enfin, on visualise plus trop cette réalité-là. C'est en fait des femmes qui spéculent, enfin, sur leur potentiel de shop, quoi. Donc le but, c'est de s'exposer, donc soit dans la rue, soit au théâtre, pour qu'il y ait les enchères qui montent. Après le théâtre, il y a les repas avec les acteurs, les journalistes, les propriétaires du théâtre, donc une foule assez bigarrée, et les aides financières qui font tourner ces théâtres, donc ceux qui ont payé la mise en scène, ceux qui ont machin, donc des banquiers, etc., et qui ont leur place à ces dîners-là parce qu'ils savent qu'il y aura les actrices et qu'ils auront un droit de cuissage, quoi. Et donc, vous voyez vraiment ces scènes-là où les filles qui ont été sur scène se retrouvent à table et il y a les enchères sur elles. À qui elles parlent, pourquoi, comment elles s'échappent pour mieux être désirées, comment elles mettent côte à côte un tel et un tel pour qu'un tel et un tel se rendent compte qu'ils ont le même désir mimétique René Girard pour la même femme et que donc les enchères montent, c'est ça. Mais il y a des passages aussi où donc Nana commence comme ça, les enchères montent très rapidement et à un moment elle les plante tous, elle les plante tous 2 fois en fait. Pour vivre une espèce d'idéal de vertu bourgeoise avec l'un des acteurs qui finit par la battre, lui prendre tout son pognon et voilà, il la bat. Zola insiste sur le fait que plus il la bat, il insiste sur la beauté des femmes battues parce que leur peau, c'est la métaphore de Zola, devient rose et fine comme du linge. Et vous savez qu'on battait le linge à cette époque. Et qu'évidemment, ça enlève des couches de tissu, donc le linge devient de plus en plus fin. Et c'est une érotisation du corps de la femme battue, hein. Alors que maintenant, la représentation, on vous montre bien les bleus, les cocards, les bosses, les points de suture. Et lui, il n'est pas dans la grosse dénonciation des cocards, hein, bon. Donc, et encore une fois, personne lui demande de faire ses narrations, c'est lui qui les choisit. Donc, quand on voit qu'il y a une sensualité dans la description de la peau de la femme battue, c'est qu'il y a un moment, il se l'est figuré, il l'a ressassé dans son esprit jusqu'à ce que ça devienne des mots, quoi. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur sa vie? Donc, elle se fait un petit trip tentative de se mettre dans un 2 pièces bourgeois et de vivre chichement, mais avec l'homme qu'elle aime. Bon, l'homme qu'elle aime, comme il a tout droit sur elle, et que c'est pas le meilleur d'entre eux, il la bat. Du coup, elle fait le tapin pour payer, parce que lui, il ramène rien à la maison. Donc là, elle se prostitue dans la rue. Voilà. Et donc, les filles n'avaient pas le droit de faire ça. Et du coup, elles risquaient sans cesse de se faire arrêter par la police. Et il y a le meilleur ami du gars dont elle est amoureuse, avec qui elle vit, qui essaie de la choper quand son mari la bat. Et quand il y a une scène où il y a les policiers et elle est sur le point de se faire choper par la police. Il arrive, il dit au policier « Cette femme est avec moi ». Et il lui dit « Maintenant, tu me dois bien ce que tu me refuses ». Donc il essaie de coucher avec. Elle dit « Ah non, ça jamais, avec le meilleur ami du gars que j'aime, il en est pas question, c'est sale, c'est ordurier, voilà. » Et du coup, il dit « Ben débrouille-toi avec les flics » et il se casse. Donc voilà, sympa, violence.
Voilà, et après, en fait, elle reconquiert un comte. Et là, hop, deuxième partie du roman, elle devient la prostituée limite demi-mondaine. Mais plus que ça, en fait, vous savez, c'est une forme de prostitution. Je sais pas si vous connaissez la Botero. C'est, en fait, ça fait partie du panorama touristique de Paris, voire de Nice. C'est des femmes, euh, si vous êtes un tsar ou voilà, de l'époque et que vous êtes en visite à Paris, il faut que vous vous tapiez celle-là. Donc vous la couvrez d'or, vous lui achetez une maisonnette, un palais, etc. Mais voilà, ça devient des élites, des femmes qui n'ont jamais d'argent pour elles, mais elles se baladent dans des carrosses fantastiques avec des chevaux pur sang de je sais pas trop quoi, elles dorment dans des lits, dans des matières hyper nobles, voilà, mais elles ont rien qui leur appartienne. Et en même temps, en fait, c'est les hommes qui, à travers elles, font des démonstrations de fortune. Voilà. Donc vous imaginez comme ça a forgé le rapport du féminin et du masculin. Donc c'est ça la deuxième grosse partie du roman. Et à un moment, elle en a. Donc il y a l'ascension de Nana, c'est la prostituée la plus réputée de Paris, enfin une des plus poursuivies de Paris. Et en fait, à un moment, elle plante tout, pareil, parce que elle se veut une bonne fille qui en a marre. Elle a le dégoût des hommes. Elle n'arrête pas de dire que les hommes, de toute façon, bah, en même temps, avec ce qu'ils leur montrent, euh, voilà, donc elle a des grandes phases de dégoût et elle plante tout le monde. Et à un moment, elle plante tout le monde et on ne sait pas trop ce qui lui arrive. C'est des cris comme elle va en Russie, il lui arrive des aventures folles, mais qu'on ne connaît pas. Et elle revient pour mourir de la vérole. Sous les cris des gens qui vont défoncer Bismarck. Je dis pas de conneries, c'est Bismarck? Oui. D'un coup. Oui, c'est bon. Pouf. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Et donc, le dernier dont je vous... Pardon? On va défoncer Bismarck. À mort Bismarck. Voilà. Ou tous en Allemagne. Enfin, bon, bref. Voilà. Et donc... voilà, et donc ils se fréquentent pas entre cousins, tout ça, mais il y a un autre personnage qui va faire deux romans. Donc le dernier personnage dont je vous parlerai, qui fait l'objet de deux romans, donc qui est de la même génération que Gervaise. On est sur donc je vous rappelle, Adélaïde et Macquart. On est côté Macquart avec côté Antoine, fils de Macquart, et Jean, fils d'Antoine Macquart aussi. Et donc Jean, c'est un personnage positif, qui il arrive que des horreurs en fait. Donc il y a un premier roman, je crois qu'il... Alors je veux pas dire de bêtises, mais pour moi c'est les Landes. Je crois. En tout cas... Enfin, attends. Ouais, je sais plus où c'est. Bon, bref, peu importe, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, lui il a un idéal simple. Donc c'est vraiment... Alors avec tous les clichés que ça implique sur le monde rural, c'est un homme simple, bien constitué, capable d'amour, rationnel. Pour Zola, c'est un personnage positif. Et il cherche à avoir une vie tranquille, à faire pousser ce qu'il a à faire pousser, à aimer qui il a à aimer. Il trompe personne, il est honnête. Et il a une femme et une fille, et il se passe des histoires épouvantables. Il perd les deux. Voilà, et du coup, ça finit très mal, la Terre. C'était la Terre. Bon. Et du coup, on va le retrouver dans un autre roman, La Débâcle. Il est tellement blasé, il a 40 ans, qu'il s'engage. Vous savez qu'il y a toute l'histoire, alors moi j'y connais rien en pratique militaire, mais il y a des âges où vous pouvez vous enrôler, mais vous n'êtes pas obligé, enfin en gros, bon bref. Donc il a déjà fait, alors attends, je veux pas... les guerres de conquête coloniales. Donc c'est pour ça que c'est un réengagement, et que du coup il arrive au grade de caporal et pas de simple soldat. Et la trame du roman, c'est que lui, il est caporal origine rurale, enfin voilà, et il se retrouve avec sous ses ordres un jeune soldat d'origine aristo-intellectuelle qui au début le déteste parce qu'il ne supporte pas de recevoir des ordres d'un homme qui est d'une condition sociale si basse. Et évidemment, vous comprenez que c'est dingue parce qu'on est en 1870
et que t'as l'impression que c'est des problématiques de 1800, 1795. Donc on est un siècle plus tard, et 3 générations plus tard, enfin il faudrait voir si c'est 3 à 4 générations selon qui a fait des bébés quand, mais en gros, le gars supporte toujours pas que le gars, juste qu'il lui dit tu vas là ou tu vas là, c'est-à-dire du pragmatisme guerrier, lui donne des ordres. Pas se dit je suis meilleur que toi, juste lui donne des ordres. Bon. Et donc en fait, l'histoire, alors ça c'est vraiment Zola qui se fait plaisir sur l'amitié virile. Et donc il y a des phrases incroyables sur, enfin mais voilà quoi, c'est son délire, mais sur jamais l'amour d'une femme n'égalera l'amour de 2 hommes, etc. Sans aucun arrière-plan, parce qu'évidemment l'homosexualité est hyper tabou, donc on se donne des tapes viriles, on pleure, mais en disant ah Dieu, tu m'en auras fait voir avec ton tempérament, tu vois, genre on le secoue comme un gamin, hein, c'est un peu le fiston, hein, mais on pleure devant lui parce qu'on s'autorise les larmes entre hommes. Enfin, c'est waouh, c'est pour moi ça racle, hein, mais j'imagine que il y a quelques collègues de mon mari, parce que mon mari est par la force des choses dans un lycée militaire, hein, il est juste enseignant lui. Mais il y a une hiérarchie militaire au-dessus de lui qui doit frémir de bonheur à la lecture de la débâcle de Zola. Et enfin de cet aspect-là en tout cas. Et donc, en même temps, il y a des très belles choses, hein, dans les liens entre hommes liés à l'arrière-plan de guerre. Il y a eu des choses phénoménales, hein, que j'ai travaillé moi-même, notamment par la littérature de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Mais ce point-là, chez Zola, on voit que ça le travaille vachement. Et il y a toute cette comparaison avec l'amour féminin qui n'arrivera jamais, hein, à accéder à ça. Magnifique. Le pote et la mère. Mais l'épouse, c'est toujours la merde, quoi. Voilà. Ou si c'est pas la merde, elle meurt violée et éventrée, en fait. Et enceinte, tiens. Voilà, hop, dans ta face. Voilà. Donc, au début, ils se supportent pas. Enfin, le jeune arrogant le jeune aristocrate arrogant supporte pas Jean. Et en fait, Jean va lui sauver sa peau plusieurs fois. Et donc, il va être reconnu pour ses qualités réelles. Et ils vont devenir comme frères. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait un projet de mariage entre Jean et la sœur veuve de l'aristo. Voilà. Et Maurice, merci aussi. D'un moment, les Jean-Pierre, Maurice, Aristide, j'en peux plus, quoi. Bon, c'est le plus dur d'ailleurs. Donc, en fait, donc, vous voyez que politiquement, c'est intéressant, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un potentiel aristocrate de reconnaissance de valeurs humaines au-delà des catégories sociales. Bon. Donc c'est ça que veut illustrer le roman, c'est un effort louable. Et donc, ils font la guerre ensemble. Vous savez que c'est une guerre qui est, selon Zola, mais aussi selon l'histoire, hein, c'est pas une guerre très glorieuse. Mais Zola en veut beaucoup aux officiers de cette guerre-là, en disant qu'ils ont pris des décisions aberrantes, et en fait qu'ils ont usé les troupes qui étaient plutôt configurés pour aller mettre une raclée aux Allemands. Ils les ont tellement trimballés sur les routes en errance qu'à chaque fois qu'ils arrivaient au combat, ils étaient épuisés, malades, et que du coup, ils faisaient des guerres minables, quoi. Ils faisaient des batailles minables. Donc ça, c'est l'idée de Zola, qui a eu un très mauvais commandement, hein, pas au niveau des caporaux, mais au niveau... Caporal. Bon. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit... Zola critique beaucoup ça, et vous avez donc toute une métaphore fantomatique du du Second Empire de Napoléon III, que pour le coup on ne croise jamais, alors que dans son Excellence Eugène Rougon, on croise le personnage de Napoléon III avec, je vous ai dit, ses attitudes, sa manière de faire de la politique, on assiste à des dîners avec lui, etc. Là, il n'est que derrière des fenêtres avec les rideaux fermés, où on croise les chevaux qui traînent tout le matériel qu'il a emporté. Donc, vous savez qu'il y a le barda des soldats, et bah, quand vous êtes mieux placé dans la société, vous avez vos cuisiniers, vous pouvez même balader votre vaisselle ou vos rideaux. Et Napoléon, apparemment, se baladait avec sa vaisselle en porcelaine, quoi. Et ça choquait beaucoup de gens
qui voyaient l'atrocité de la condition du soldat pendant cette guerre-là, l'ont vraiment eu mauvaise de voir traverser toute cette richesse à travers le pays, alors même qu'on était en train de perdre la guerre, quoi. Donc, et ça, c'est très... On voit que Zola, ça lui a pas tellement plu comme histoire. Donc, on voit donc... donc il y a toute cette figure fantomatique, donc allégorique, hein, Napoléon III représentant le fantôme du Second Empire, alors même que c'est la débâcle, mais la guerre n'est pas encore perdue. Tout le roman raconte comment on a perdu la guerre, mais le dénouement est connu de Zola seulement, pas des personnages créés par lui. Dans le cœur de l'action, ils savent pas qu'ils vont perdre, quoi. Donc voilà, et en fait, leurs chemins se séparent à Maurice et à Jean, parce que Jean a une blessure, et donc c'est à ce moment-là où il est soigné par sa sœur veuve, et ils se rendent compte des qualités de l'un et de l'autre au-delà des catégories sociales, jusqu'à ce qu'il y ait une vague possibilité d'envisager qu'ils vivent ensemble. Et à ce moment-là, il guérit, donc Jean, il reprend les armes, et en fait, ils vont se retrouver chacun d'un côté au moment de la Commune, et Jean va tirer dans Maurice. Dommage. Voilà, parce qu'ils sont pas du même côté, puisque Jean se veut fidèle jusqu'au bout à l'engagement militaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez réactualiser aussi un truc qui est dans une pièce de théâtre. Là, on est plutôt dans le Cid. C'est-à-dire que le mariage entre Jean et la sœur de Maurice ne peut pas se faire parce qu'il y a un mort entre eux. Parce que Jean, même si c'est malgré lui et que la sœur de Maurice ne lui en tient pas rigueur, c'est un dérapage de guerre, c'est pas volontaire, il connaît tout l'amour que Jean avait pour Maurice, elle ne peut pas épouser, au-delà même de la transgression sociale qu'il y aurait, le meurtrier de son frère. Donc on est dans l'archétype cornélien.